Monsieur le Président, Monsieur le Président des JA, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire, je lui disais que j'étais venu à Troyes il y a bien longtemps, que c'est avec beaucoup de bonheur que j'y reviens aujourd'hui. J'ai bien compris que l'arrivée à la tribune, et en tout cas au podium, j'avais pas prévu d'avoir une marinière verte en plus, que l'effet de mon arrivée a été moins salué que celui de Xavier Belin, mais je l'entends parfaitement. Je suis ici au congrès de la FNSEA après des élections de chambre que je salue dans leur déroulement et pour dire que le résultat est parfaitement intégré par le ministre de l'Agriculture. Je l'ai toujours dit, je respecte la démocratie et je respecte surtout l'engagement professionnel de ceux qui font du syndicalisme et je respecte à partir de là ce que vous êtes et ce que vous représentez pour l'agriculture française aujourd'hui, ce que vous avez fait dans le passé et ce que vous ferez, je l'espère en tout cas en concertation, ensemble, pour l'avenir. Vous avez, Monsieur le Président, indiqué qu'il faudrait que le ministre travaille mieux. J'en suis parfaitement d'accord. Il faut toujours s'améliorer. Pour ce qui est du travailler plus, admettez que là, vous avez peut-être poussé un peu loin, sous-entendant peut-être que le ministre ne travaillait pas assez. J'indiquerai simplement que les journées font 24 heures. Que chacun, dans le respect qui doit être celui du ministre vis-à-vis de la profession agricole, aussi celui du ministre de temps en temps. C'est un petit message aussi, mais amical et avec une volonté de travailler de manière concertée. Et j'ai bien entendu un certain nombre de remarques qui ont été faites, et comme vous l'avez dit, il faut qu'on s'améliore, et je dois aussi m'améliorer. Vous avez fait le choix du redressement productif, et c'est un choix que je partage, l'idée que l'agriculture comme l'industrie, dans notre pays, ont été trop longtemps oubliées comme élément essentiel de l'économie. On a trop pensé pendant pas mal d'années sur des économies du tertiaire, en oubliant que le secteur primaire et le secteur secondaire sont, dans les économies, même modernes, des secteurs qui sont essentiels à l'avenir économique de tout un pays, et nous sommes en train de le vivre, de le regarder, cette crise que nous traversons, et qui fait que la part de l'industrie comme de l'agriculture n'a cessé d'être réduite, eh bien, cette idée du redressement productif, il est bien dans le sens de la production et agricole et industrielle, et je me félicite du choix qui a été fait, et en tout cas, je considère que nous partageons là un objectif essentiel pour l'avenir de la France. Vous avez évoqué à partir de là toutes les questions qui sont liées au coût du travail et à la compétitivité. Vrai enjeu. En évoquant en particulier cette question de la TVA sociale, et qui a été signalée d'ailleurs dans le débat qui précédait votre intervention, Monsieur le Président, sur le fait qu'elle n'avait pas été mise en œuvre et qu'aujourd'hui on a un CICE qui peut être discuté, mais qui est un élément aujourd'hui qui doit servir à l'ensemble des entreprises et qui doit servir aussi au monde agricole. Et moi j'avais veillé à ce que cette mesure s'applique aussi à l'agriculture, parce que je considère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que secteur primaire et secteur secondaire, c'est deux éléments qui vont ensemble, d'autant que l'agriculture, c'est aussi derrière l'agroalimentaire. Donc on a bien un lien, à travers de cet élément, de cette filière, entre la question de la production agricole, et c'est pourquoi, avec le CICE, la bataille sur les TODE, ces fameuses exonérations de cotisations sociales que vous avez évoquées, et qui s'ajoutent aujourd'hui, et sur lequel, je l'avoue, il y a eu une réduction dans ce qui a été constaté par rapport à ce qui avait été fait entre 2011 et 2012, mais sur lequel l'engagement que j'avais pris de maintenir le budget qui avait été voté en 2011 est un élément qui n'était pas suffisant pour vous, je l'ai bien compris, et d'ailleurs pour d'autres. Monsieur de Courchon, qui est là devant moi, m'a suffisamment interpellé à l'Assemblée nationale, mais en même temps que, aujourd'hui, la combinaison des deux fait que sur cette question de la compétitivité, il y a moyen d'avoir des éléments positifs pour faire face à cette question.
Vous avez aussi, et je crois que c'est important, intégré que le contrat de génération, qui s'appliquait là aussi au départ à l'industrie, eh bien nous avons veillé, dans la concertation, à faire en sorte qu'il puisse être aussi utile dans l'agriculture. Parce que, j'y reviendrai, sur la question de l'agriculture, il y a aussi la pérennisation et le renouvellement des générations, ça a été évoqué par le président des JA. Et donc le contrat de génération, cette idée que l'expérience d'un senior doit servir à un jeune, me paraît être une idée particulièrement adaptée pour le secteur agricole. Il y a bien entendu dans le redressement productif la question de l'investissement. Je crois que Louis Gallois ce matin, avec la pertinence qui est la sienne, a bien précisé que l'enjeu de l'investissement était un enjeu important et qu'il fallait que la banque publique d'investissement ait une spécificité pour l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est un accord que nous avons passé en fin d'année avec Guillaume Garot et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour faire en sorte que dans cette banque d'investissement, la condition c'est qu'il y ait effectivement de flécher des fonds pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Le constat que nous avons fait, c'est que par rapport au FSI, ancienne mouture, et aux EO, la part de l'agriculture et de l'agroalimentaire était 2 fois inférieure à la part qui est la vôtre dans le chiffre d'affaires de l'industrie de manière globale. Donc il y a une sous-utilisation, il y a une sous-consommation. Et là, il faut qu'on réinvestisse, c'est le coup de le dire, ces outils pour faire en sorte qu'on finance les investissements de demain, en particulier en mobilisant à la fois la banque publique, les réseaux aussi financiers, Crédit Agricole bien sûr, et l'ensemble, je le dis, du réseau coopératif et mutualiste financier. Je pense que c'est très important. Le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, ça doit être un ministère de l'investissement territorialisé. Et on a des outils, au travers de ces banques coopératives et mutualistes, qu'il faut qu'on mobilise. Et j'ai, depuis 10 jours, rencontré tous les acteurs. Et ce matin, avant de partir, le Crédit Agricole, pour à la fois analyser la situation du système financier français et la capacité qu'on a à le mobiliser justement pour investir. Et je sais que je peux compter sur ces acteurs, c'est un élément important. J'annonce, mais ça avait été fait par le président de la République au moment du Cial, aussi le fameux plan silo sur la question du stockage pour les céréales qui avait été annoncé par le président lors du SPACE, et la circulaire est sortie afin de débloquer les investissements. Je le sais que dans les céréales, la production et le volume a augmenté quand la capacité de stockage, en même temps, n'a pas bougé, elle a même régressé. Il fallait là aussi ouvrir une perspective, elle est ouverte en termes d'investissement. Il y a bien sûr ce que je souhaite présenter demain avec le plan de méthanisation, là aussi avec un objectif, rattraper un retard. L'Allemagne a aujourd'hui à peu près 7000 méthanisateurs, et en France, pour ce qui est de l'agriculture, nous en avons 90. Cette capacité à faire de l'énergie renouvelable sur la base des déchets agricoles, et en particulier pour l'élevage, est une opportunité qu'il faut qu'on saisisse, et il faut qu'on rattrape notre retard. L'objectif, c'est d'en faire 1000 d'ici 8 ans. Et ça représente 2 milliards d'investissements. Et il faudra mobiliser l'ensemble des moyens pour aider les éleveurs, en les regroupant, à faire le choix de cet investissement. Et là, c'est pas au jeu. La réglementation, bien sûr, qu'il faudra qu'on en cause. Et en particulier sur la filière porcine, comme l'a dit le président de la FNSEA tout à l'heure. Il y a besoin, effectivement, sans changer les objectifs, d'avoir une démarche qui fixe les résultats, mais qui dessert les règles et les normes. C'est le principe que je vais rappeler, parce que je le partage. Il y a eu aussi la question de la fiscalité avec ce que vous avez souligné sur la DPI, la DPA, élément important qu'il faudra aussi, bien sûr, améliorer, puisqu'il y a cette question globale de l'assurance risque, sur lequel il faut qu'on ait un travail commun dans les semaines qui viennent. J'en ai discuté d'ailleurs ce matin. Ce que je voudrais dire à partir de là, c'est que entre l'urgence et l'actualité, le moyen terme et le court terme, je pense qu'on a plusieurs efforts à faire dans plusieurs directions, 5 en tout cas pour ce qui me concerne. La question des relations commerciales au niveau des prix, les outils pour lutter contre la volatilité de ces mêmes prix,
le cadre réglementaire pragmatique sur l'environnement, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la question de la PAC, et puis, bien sûr, la question du renouvellement des générations, c'est toute la partie qui concerne l'installation. Sur la question des relations commerciales, l'accord du 3 mai qui a été évoqué ce matin et qui a été pris à l'initiative de vous-même, Monsieur le Président, et qui avait, dans le cadre de cette volatilité et dans le cadre de relations commerciales, essayé de mettre en place des indicateurs qui permettent la négociation de manière objective et qui ne laissent pas uniquement s'installer le rapport de force. Cet accord est une base très importante sur laquelle, d'ailleurs, une partie des négociations se font, mais je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il est nécessaire, et ça a été les annonces qui ont été faites par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Économie, de revoir le cadre de la LME et de la LMA. Sur la question de la LME, nous en modifierons des éléments législatifs dans le cadre de la loi sur la consommation qui va être présentée par Benoît Hamon. Il faut à la fois que cette loi s'applique, en particulier sur ce qu'on appelle les fameux budgets d'affaires, dans les négociations, mais que les contrats qui sont signés soient respectés, ce qui n'est pas toujours, et pas du tout souvent même, le plus souvent, le cas aujourd'hui dans le domaine de l'alimentation et de l'agroalimentaire. Et puis, il faut qu'on réfléchisse à une idée assez simple, c'est-à-dire les conditions de la révision des contrats, en particulier lorsqu'il y a une évolution des coûts de production. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, à la fois dans la LME et dans la LMA. Et je le dis aujourd'hui, à Troyes, nous avons saisi aujourd'hui donc le Conseil d'État sur cette modification de la LME. Et l'intention qui est la mienne, la nôtre, c'est de faire en sorte que dans le contrat, les clauses de renégociation intègrent l'évolution, quand elle est constatée, des coûts de production. C'est bien le sujet qui est au cœur du débat aujourd'hui par rapport à l'élevage, avec l'augmentation extrêmement forte du coût de l'alimentation. Donc, on aura sur ce cadre LME et LMA à revoir des éléments législatifs pour permettre d'intégrer dans les indicateurs et dans la renégociation des contrats la question du coût et de l'évolution des coûts de production. Et donc je le dis ce matin, en fin de matinée plutôt, le Conseil d'État a été saisi aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture. Mais sans attendre ces changements législatifs que vous avez évoqués, et qui sont nécessaires et qui vont compléter ce qui avait été fait auparavant, il faut qu'on ait aussi des discussions pour que les situations d'urgence soient traitées. C'est le cas en particulier pour les producteurs laitiers. Et j'ai proposé, comme je m'étais engagé lors du congrès de la FNPL, une rencontre le 8 avril entre les transformateurs, les distributeurs, pour qu'on puisse avoir, sur une question comme celle-là, une discussion, là aussi, objective. Comment on peut imaginer que des grands distributeurs aient pu proposer des baisses de prix sur le lait quand on sait l'augmentation du coût qui a été celui de l'alimentation? Eh bien, ça existe. Donc, il y a un problème. Alors, il y a eu une bataille qui a été menée. Et la profession agricole a joué son rôle. Tout au long du salon, je le sais, comme le ministère de l'Agriculture, on a pesé. Et certains, dans la grande distribution, d'ailleurs, sont aujourd'hui parfaitement conscients. Je ne vais pas citer non plus ni de nom, ni d'enseigne, parce que ça pourrait être un problème. Mais certains ont parfaitement conscience. Et ont fait des efforts. Quand d'autres, par contre, ne veulent souvent rien entendre. Eh bien, c'est par la négociation, certes, mais aussi par le cadre législatif qu'il faudra qu'on fasse en sorte qu'en France, on change ces relations commerciales. Parce que, quand on regarde le modèle de nos voisins, qui sont de l'autre côté de la frontière, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand un contrat est passé, il est respecté. Eh bien, il faut qu'en France, on aboutisse à la même chose. Sur des bases objectives et claires, quand un contrat est passé, il doit être respecté. Et c'est ce qui était dit tout à l'heure, trop souvent, tout ça est remis en cause et c'est parfaitement inadmissible. Donc le 8 avril, il y aura une réunion de l'ensemble de la filière où je réaffirmerai ces engagements et où on devra trouver des solutions immédiates, au-delà
de ce que j'ai pu proposer dans le cadre de la FNPL et d'un plan, bien sûr, qui gère une partie du court terme, mais qui n'a pas vocation, évidemment, à régler le problème structurel qui est posé dans ces relations commerciales, qui sont parfaitement indispensables pour assurer des prix qui assurent la pérennité et la viabilité des exploitations, et en particulier dans le domaine du lait. De la même manière, il y aura 2 réunions aussi, parce que j'ai pas oublié, le 15 et le 18 avril, sur la filière porcine et la filière volaille, parce qu'on a besoin là aussi d'avoir un travail d'actualité et en même temps de préparer aussi un travail sur le moyen et le long terme. Sur la question de la volatilité, le sujet est modifié depuis quelques années, car la volatilité des prix maintenant, elle n'est plus simplement liée à des situations de marché sur le marché européen, elle peut être liée aussi à des éléments totalement exogènes à l'Europe qui viennent perturber la situation des prix et des marchés. Ça a été le cas l'an dernier avec la sécheresse aux États-Unis, qui a eu comme conséquence une flambée des prix des céréales. C'est aussi le cas sur le lait. On vient d'apprendre en début de semaine ce qui se passait au niveau de la Nouvelle-Zélande, qui aura des répercussions sur le prix du lait. Et donc on est obligé de gérer cette volatilité à l'échelle mondiale. C'est pourquoi je le dis aujourd'hui, ici, parce que c'est important, et on aura l'occasion d'y revenir, que sur la base de ce qui existe dans le G20, et qui avait été négocié par le précédent gouvernement, des outils ont été mis en œuvre, et j'ai veillé à faire en sorte que ces outils, ADMIS, Forum de réaction rapide, soient mobilisés dès l'été. En même temps qu'on a pris une initiative au niveau de la FAO pour organiser là aussi une rencontre à haut niveau qui a réuni près de 35 ministres. L'objectif, c'est de mieux coordonner les politiques agricoles à l'échelle mondiale. Se donner et avoir une transparence dans les informations. Il n'y a rien de pire que les anticipations, les spéculations qui sont faites parce que les informations ne sont pas transparentes. Et ça, c'est un engagement qu'on va poursuivre. À nouveau, cette année, à la FAO, il y aura une réunion. On aura, d'ici, avant l'été, une rencontre. Et on prendra des initiatives au niveau de la MIS. Il faut qu'on puisse mieux coordonner et donc mieux gouverner cette grande question agricole à l'échelle du monde pour essayer de limiter la volatilité des prix. Et il va de soi que dans ce débat sur la question de la spéculation, il faut aussi qu'on puisse clairement indiquer que la spéculation ne peut pas être là pour amplifier systématiquement justement des réalités du marché. Et donc, dans le cadre de ce qui a été proposé au niveau européen par Michel Barnier sur le MIFID, et dans le cadre de la loi sur le système bancaire, nous avons proposé des amendements sur la transparence dans les transactions sur les produits dérivés de matières premières agricoles et la possibilité de limiter les prises de position spéculatives. En France, mais dans le cadre de ce qui a été proposé à l'échelle européenne. Parce que je raisonne aussi, et ça vaut pour l'environnement, pour pas que, à chaque fois, on soit les premiers et que ça puisse nous mettre en difficulté. Il faut qu'à chaque fois, on soit capable de mener la bataille à l'échelle européenne. Ensuite, il y a la question qui a été évoquée, bien sûr, sur l'organisation de nos filières et la production française. La crise qu'on a vécue sur la viande avec le cheval nécessite que des décisions soient prises. Et ça a été évoqué tout à l'heure, et je pense que c'est extrêmement important. Cette semaine, j'ai rencontré le commissaire européen, et sur la base de l'accord que nous avons passé avec l'Allemagne, il y aura des propositions, il s'est engagé, d'ici la fin de l'été, pour justement aller dans le sens de la traçabilité que nous souhaitons, nous, en France, et que nous devons mettre en œuvre, parce qu'il y va aussi là de la capacité de faire reconnaître la production française dans l'élevage d'une manière claire pour le consommateur. Ce que nous venons de vivre est suffisamment grave pour que nous en tirions toutes les conséquences, et je souhaite, pour la viande porcine française, pour la viande ovine française, pour la viande bovine française, mettre en place une stratégie sur la base de cahier des charges qui valorise à la fois la qualité de nos productions
la qualité des systèmes sanitaires qui sont les nôtres et la qualité de la traçabilité de l'identification des animaux. Je pense que sur cette base-là, on a un atout majeur pour redresser aussi la situation de l'élevage. Je l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai évoqué sur les aides qui ont été présentées lors de la FNPL de manière globale, ce sont des choix de court terme qui ne résolvent pas du tout le problème structurel, qui nécessite à la fois de travailler sur les questions de la politique agricole commune et la question des relations commerciales. Je rappelle que nous avons essayé, au travers de ces aides, d'apporter un soutien dans cette phase difficile, en particulier aux plus jeunes agriculteurs et aux récents investisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont une charge qui ferait que, s'il n'y avait pas une aide conjoncturelle, ils pourraient ne pas passer la période, et ça, il faut qu'on assure cette pérennité. C'est en tout cas l'objectif que nous nous sommes fixés, en même temps que la MSA, comme toujours, a été mobilisée sur la prise en charge des cotisations sociales pour les éleveurs, ce qui est important. Sur la question des plans de campagne, non, on n'apprend rien, je ne peux pas faire un plan toutes les semaines. Mais je l'ai dit, je l'ai fait avec la volonté de trouver une solution conjoncturelle. Et sur la LME et la LMA, l'engagement est pris, puisque je l'ai dit ce matin, c'est une annonce qui est faite, la transmission est aujourd'hui au Conseil d'État. Donc on n'a pas perdu de temps entre le Salon de l'agriculture et aujourd'hui, et entre la réunion que nous avions faite avec l'ensemble de la filière, fin novembre 2012. Je sais l'urgence. Je mesure bien les attentes. Et en même temps, chaque semaine compte, je l'entends, et chaque semaine nous essayons de faire en sorte de répondre aux questions qui nous sont posées et aux attentes qui sont les vôtres. Sur les plans de campagne, là aussi, question qui vient non pas d'une responsabilité du ministre de l'Agriculture d'aujourd'hui, qui date de plusieurs années, sur lesquelles il faut qu'on trouve une solution, avec un objectif, celui de la neutralité, bien entendu, qui nécessitera un certain nombre de mises en place de dispositifs, et nous cessons aujourd'hui d'y travailler. Mais nous avons aussi derrière la pression, là encore, de la Commission sur ces plans de campagne, mais je sais parfaitement la situation et les mesures qu'il faut prendre. Vous avez ensuite évoqué la question de l'environnement, sujet qui fait depuis très longtemps débat entre les tenants de l'écologie et l'agriculture sur plusieurs questions essentielles. La question qui était posée sur les normes, qui s'accumulent les unes derrière les autres. Moi, je partage, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises quand j'étais député, et je le dis aujourd'hui, des actes. Je partage l'idée qui consiste à dire qu'on ne peut pas accumuler des normes les unes derrière les autres, qu'il va falloir changer un certain nombre de manières de voir les choses sur l'environnement. Alors sur les actes, il y en a déjà eu, en particulier sur la question des zones vulnérables. Moi, ce dossier, est-ce que vous pouvez... Soyons respectueux, j'entends ce que vous me dites, et en tout cas le fait que vous n'êtes pas toujours d'accord, je l'ai bien compris. Sur cette question des zones vulnérables, la France est en une phase de contentieux avec l'Europe. Et ça ne date pas, là encore, de mon arrivée ni de l'élection du 6 mai. Il y a des propositions qui avaient été faites avant, à la Commission, pour régler ce problème. Et nous avons engagé une discussion, et elle a été assidue, continue, même si pendant la période des élections de chambre, on a un peu relâché les discussions qu'on a eues entre nous pour améliorer par rapport aux enjeux qui sont ceux de l'élevage, les conditions d'application. Mais moi, je le répète, ministre de l'Agriculture, membre d'un gouvernement, je ne suis pas face uniquement aux éleveurs, je suis face à une commission qui est aujourd'hui dans une phase de contentieux avec l'Europe, avec la France. Donc j'essaye, et nous avons fait des propositions, à la fois sur les fumiers pailleux, sur les fumiers mous et sur les zones vulnérables elles-mêmes, de repréciser et en tout cas de réduire l'impact en prenant simplement en compte, et ça a été très bien dit, la question de l'agronomie, la question des situations qui sont différentes selon les endroits. On n'est pas là pour imposer des règles qui, au bout du compte, d'ailleurs, ne servent pas à grand-chose par rapport à l'objectif qui est fixé.
Et on n'est pas là, et le ministre de l'Agriculture n'est pas là pour dire aux éleveurs qu'on va rajouter des contraintes pour le plaisir d'en rajouter. Donc le travail a été engagé, vous le savez, ça a été annoncé au Salon de l'Agriculture. Il reste encore des questions sur lesquelles il y a des difficultés, en particulier sur les pentes qui sont évoquées. Et là aussi, on a fait des propositions et des progrès. J'ai bien entendu ce matin ce qui m'a été dit, en particulier dans un certain nombre de départements. Mais il faut qu'on soit capable, dans cette négociation avec l'Europe, de ne pas passer d'un contentieux à des amendes. Et donc il faut qu'on soit capable à la fois de répondre et en même temps de s'adapter aux situations. Et nous avons fait, grâce aux négociations qui ont été engagées, et il y aura une rencontre qui avait été demandée par le président Belin avec le ministère de l'Environnement pour que soient mises sur la table les revendications qui sont justes sur en particulier un certain nombre de sujets qui sont évoqués, et puis sur la capacité que le gouvernement a à convaincre la Commission que nous allons dans le sens qui permettra à la fois d'assurer l'économie de l'élevage et en même temps le respect des règles qui ont été signées sur cette fameuse directive nitrate. Le contentieux avec les paysans, il faut faire en sorte qu'on dépasse ce contentieux. C'est bien l'enjeu, alors plus global, je le disais tout à l'heure, de la manière dont on aborde les questions environnementales. Moi, je suis pour qu'on avance, non pas sur le contrôle des moyens qui sont utilisés par les agriculteurs pour respecter des normes, mais sur un contrat avec des objectifs avec les agriculteurs. Moi, j'ai confiance dans les agriculteurs. J'ai jamais mis en doute la capacité qu'avaient les agriculteurs à répondre à des objectifs sur l'environnement. Au contraire. Alors sur la question de l'année blanche, là encore, décision qui avait été prise en 2011 pour une application en 2012, si par rapport à l'Europe, en 2013, nous n'appliquions pas ce qui avait été décidé en 2012, c'est un problème. Mais j'ai bien compris aussi que les règles qui étaient celles de 2011 par rapport à 2012 devront nécessiter dans l'application la souplesse et l'intelligence nécessaires pour éviter qu'on se trouve en porte-à-faux. C'est bien le message que je suis aussi venu faire passer ici lors de ce congrès par rapport à cet enjeu de l'environnement et de la question posée par les zones vulnérables et de ces directives nitrates. Sur la question de l'irrigation, Monsieur le Président, vous avez évoqué le rapport de Philippe Martin. J'ai confiance dans le fait que, sur cette question de l'irrigation, et vous l'avez dit, on doit être en capacité de pouvoir faire en sorte qu'on ait des capacités en ressources supplémentaires. Et il y en a besoin. Pas simplement d'ailleurs, et ça c'est le débat qu'on aura, pour dire ou laisser entendre que ça serait pour intensifier des productions, mais parce qu'on en a besoin pour maintenir tout simplement, dans les régions qui souffrent de la sécheresse, des productions qui, sans l'eau, n'auront pas de capacité à se pérenniser. C'est un enjeu majeur. Philippe Martin travaille et nous proposera un rapport dans quelques semaines, mais j'ai confiance, d'abord parce que l'expérience qu'il a sienne dans un département où il a fait beaucoup de retenues collinaires nous permettra de trouver la bonne solution, permettre d'avoir des ressources et en même temps de gérer avec l'idée du partage l'eau, parce que c'est un enjeu essentiel. Sur la question des phytosanitaires, j'ai bien entendu la remarque qui a été faite. Je sais parfaitement par rapport au plan éco-phyto, s'il y a aujourd'hui une augmentation, c'est parce qu'il y a aussi des réalités climatiques, bien évidemment, et que sur ces questions-là, il y a un engagement de la profession au travers de ce qu'a souvent défendu Christiane Lambert au travers du plan des certificats et de tout le réseau certificats. Il y a en route un réseau, un mouvement. L'objectif reste, pour moi d'ailleurs, je l'avais dit, de réduire cette utilisation et ce recours, et je pense qu'on va y arriver. Mais il n'est hors de question de venir considérer qu'il y aurait un lien direct à faire entre ce que peut être un revenu au niveau de l'exploitation et l'objectif sur les éco-phytos. Moi, je souhaite simplement que cet engagement, on le prenne ensemble,
qu'on fasse en sorte qu'on obtienne des objectifs et des résultats, parce qu'il en va aussi de cette capacité à répondre à une demande peut-être plus globale de la société, mais surtout de faire en sorte que l'agriculture soit en capacité de produire avec aussi des coûts de production qui peuvent être réduits quand c'est possible et au rythme où c'est possible. Et c'est bien l'engagement qui a été pris d'ailleurs par les chambres d'agriculture quand je suis allé la mise en place des nouvelles chambres d'agriculture après les élections. J'ai vu un document qui m'a été donné, que j'ai relu d'ailleurs, et qui est parfaitement en ligne avec les objectifs qu'on s'est fixés. Et je le souhaite que, d'ailleurs, sur ces questions de l'agroécologie, le travail qui doit être fait, c'est un travail commun et collectif. Et qu'on sorte de ce débat qui consiste à dire, ça a été dit, on va pénaliser, on va fiscaliser pour arriver à obtenir des résultats. Je crois que les résultats, si on est suffisamment responsable, on peut les avoir aussi en se faisant confiance mutuellement. Et moi, je le redis, je fais confiance à l'agriculture pour avancer dans ce domaine. Vous avez parlé sur la question de la fiscalité écologique. Grand débat et vaste débat, qui pose déjà celui de l'écotaxe sur le transport. Et j'avais vu moi-même les Finistériens il n'y a pas longtemps. Je sais quels sont les problèmes qui sont posés. Et je pense que sur cette question-là, il y a à prendre aujourd'hui en compte les questions économiques. Et que ce n'est pas simplement une question de fiscalité qui permettra de résoudre la transition énergétique. C'est un processus plus long, plus global, qui doit être engagé. Donc sur cette question, par rapport au sujet que vous avez évoqué, précis et spécifique lié à l'agriculture, le ministre de l'Agriculture, sur cette question, aura l'occasion de rappeler la position qui est celle des agriculteurs aujourd'hui et de rappeler que dans le cadre actuel, une fiscalité qui viendrait alourdir les charges, ça serait autant d'incapacité que nous aurions à répondre aux objectifs de production et même aux objectifs de diminution et de réduction des pollutions. Sur la PAC, on a évoqué beaucoup de sujets. Les discussions sont maintenant terminées entre le Parlement qui a voté et le Conseil des ministres qui s'est réuni il y a 10 jours à Bruxelles. On est sur une base maintenant d'une discussion à trois, on appelle ça le trilogue, entre le Parlement, le Conseil des ministres et la Commission. J'ai parfaitement conscience des remarques et des demandes qui ont été faites sur le sujet qui est le plus sensible, celui de ce qu'on appelle la convergence des aides, c'est-à-dire la sortie des fameuses DPU. Dans le débat européen, la position que j'ai prise depuis le départ est d'essayer de jouer sur plusieurs facteurs pour assurer une convergence qui soit équilibrée dans la redistribution qui va s'opérer des aides et qui assure, bien entendu, une pérennité à moyen et long terme de la diversité des agricultures et des productions. Quels sont ces moyens sur lesquels on peut s'appuyer? Le premier, par rapport à l'élevage, parce que ça reste un objectif, c'est celui du couplage des aides. Et je le dis, avec ce qui s'est passé au Parlement européen et au Conseil européen, il y a un changement historique par rapport à ce qu'a été la logique de 2003 et du bilan de santé. Le couplage des aides est redevenu un élément de la politique agricole commune, même si ça fait beaucoup de déplaisir à un certain nombre de pays. On est passé, avec le Parlement, de 10% en proposition de la Commission à 15% de couplage, plus 3% d'ailleurs de couplage sur des objectifs de protéagineux. Et au Conseil, lors des discussions que nous avons eues, malgré les réticences d'un certain nombre de pays, nous sommes passés de 10% à 12%. Depuis le Conseil, 15 pays à l'initiative de la France ont pris l'initiative pour proposer de monter à 15% le niveau du couplage. Ça, c'est le premier point. Couplage des aides à destination en particulier et de manière spécifique, bien sûr, de l'élevage. Deuxième élément sur cette convergence. Le fait que la proposition de la Commission, qui avait comme objectif en 2020 un taux unique à l'hectare, soit refusée. Nous avons aujourd'hui, avec un certain nombre de pays concernés par les DPU, un accord qui fait que nous n'irons pas en 2020 sur un taux unique à l'hectare. Il faudra que cette convergence, ça a été dit,
par le président Belin ait un objectif de progression qui soit maîtrisé, qu'on n'aille pas trop vite, et c'est dans les discussions ce qui fait aujourd'hui consensus. C'est le deuxième outil. Le troisième outil, c'est celui qui permet de faire en sorte que dans cette redistribution des aides, on tienne compte en agriculture des actifs agricoles. Et pour ce faire, comme on ne peut pas coupler les aides avec l'actif agricole, ce qui serait d'abord extrêmement difficile et qui aurait des conséquences complètement inacceptables, eh bien, c'est le lien qu'on fera avec les 50 premiers hectares. Mais ces trois outils sur lesquels nous pouvons jouer sur cette convergence, et ces trois éléments qui sont sur la table et qui ont été votés par le Parlement et par le Conseil, donc ils sont maintenant sur la table. Il faut finaliser les discussions, je l'ai dit, sur le niveau du couplage, sur la pente de la convergence, mais c'est sur ces trois outils que nous aurons à arbitrer les éléments de la redistribution. Et je le redis avec un objectif, assurer le fait qu'on doit pérenniser l'activité de l'élevage qui, intrinsèquement, a une productivité du travail, une rentabilité du capital plus faible, et en même temps assurer l'équilibre, parce que la force de l'agriculture française, ça a été dit, c'est sa diversité. Production de céréales, production animale, et dans les productions animales d'ailleurs, diversité des productions animales. C'est bien ça la force. Donc c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête pour permettre à notre agriculture, à l'agriculture française, de passer cette réforme avec des objectifs qui lui permettent d'assurer son développement de moyen et surtout de long terme, parce que je crois évidemment, comme vous, qu'il y a là un énorme potentiel. Dans les discussions au Conseil, il y a eu bien sûr la question sucrière qui a été évoquée, et là, au Conseil, nous sommes arrivés à un accord sur le maintien des quotas jusqu'en 2017, alors qu'au niveau du Parlement, le maintien des quotas est jusqu'en 2020. Le vrai débat qui est apparu lors du Conseil des ministres, et la France a été ouverte aux possibilités qui étaient en discussion, c'est que plus vous allongez la durée de prolongation du quota, plus il y a des demandes d'allocation de quotas gratuits. Et c'était tout le débat. Je pense qu'avec le Parlement et le trilogue, on pourra améliorer encore cette position, mais la France est un grand pays de production de sucre, a des enjeux très importants dans ce domaine, et il faut préserver cette industrie et cette production, parce qu'elle fait partie de nos atouts. C'est en tout cas l'objectif que je me suis fixé dans le cadre de cette négociation. Et puis j'ai insisté beaucoup, dans le cadre de cette négociation aussi, sur la question des gestions de marché. On aura à y revenir, avec l'appui du Parlement. Le rapport d'Antin, à ce titre, c'est un atout dans le trilogue, pour faire en sorte qu'on renforce encore les éléments de régulation. Et il y a un point spécifique sur la question laitière et sur le lait, c'est l'après-quota, qui pour certains signifie liberté totale d'augmenter la production. J'ai vu dans une revue agricole la semaine dernière que les Pays-Bas avaient comme intention d'augmenter de 20% leur production. À chaque fois, c'est pour l'exportation. Quand j'entends mon collègue irlandais, il veut aussi augmenter sa production, mais bien sûr pour l'exportation. Si j'écoute les Danois, c'est pareil. Si j'écoute les Allemands, c'est pareil. La seule question qu'ils n'ont pas en tête, ou ils ont fait semblant de l'oublier, c'est que si un jour les débouchés qui sont prévus à l'exportation sont pas là, et que cette production revient sur le marché européen, alors là, on a une crise laitière catastrophique. Et donc l'après-quota, pour moi, c'est un enjeu majeur, et il nous faut un système de coopération et de régulation sur la production laitière, ou sinon, tout le monde va se croire libéré, et on prend des risques énormes en termes de gestion de ce marché très important, qui est, pour la France en tout cas, un enjeu spécifique et majeur. J'en terminerai avec la question de l'installation. Elle a été évoquée par François Tabuy. Il y a des assises de l'installation. On a un engagement à prendre sur le renouvellement des générations. Il y a des propositions qui ont été faites. Cette installation et ce renouvellement des jeunes en agriculture doit être, ça a été dit, ouverte à la fois à ceux qui sont issus du monde agricole et puis aussi à ceux qui sont à l'extérieur de ce monde agricole. Donc il faut qu'on ait les conditions
pour que tout soit mis en œuvre pour assurer ce renouvellement des générations, parce que c'est l'avenir. La France a une politique d'installation spécifique, elle sera maintenue, elle doit être améliorée. L'objectif, il est bien sûr à terme d'arriver à 8000 installations par an, et il faut qu'on ait un objectif ambitieux, parce que c'est de la capacité qu'on a à installer des jeunes aujourd'hui qu'on aura à maintenir notre potentiel de production, à maintenir notre compétitivité, à assurer l'innovation nécessaire pour faire en sorte qu'on franchisse l'ensemble des caps qui sont devant nous et à répondre aux grands défis qui sont posés à la fois sur la question alimentaire, sur la question de l'aménagement du territoire. Je voudrais vous dire aujourd'hui, à l'occasion de ce congrès, que les grandes discussions qui s'engagent aujourd'hui devront se faire dans la concertation. Et je le dis et je le répète, je respecte l'engagement qui est celui des représentants de la FNSEA et des JA. Je sais à la fois la responsabilité qui est la vôtre et en même temps la capacité qui doit être la nôtre de préparer des conditions d'un redressement et d'un renouvellement de l'agriculture française. On a un potentiel dans toutes les productions. Et aujourd'hui, il faut qu'on mette en œuvre ce potentiel. C'est en tout cas ce que je suis venu dire ce matin ici au congrès de la FNSEA. Je souhaite avoir un dialogue nourri, qui soit un dialogue fort. On n'est pas d'accord toujours sur tout, mais l'écoute, le respect que je vous dois sera, je le sais, le meilleur atout pour réussir l'avenir de l'agriculture française. Merci. Bien, alors pour que le ministre n'oublie pas ce dernier engagement, je vais lui offrir mon maillot et ça sera le signe qu'il aura entendu ce que nous lui avons dit ce matin.